Bonjour Michel Strauss. Bonjour Jeanne. Merci beaucoup d'accepter cet entretien sur ma chaîne. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Je te remercie en tout cas de t'intéresser un peu à ce que j'ai pu faire, et ce que je fais, et ce que je vais faire. Oui, parce que vous n'avez pas terminé. Non, j'ai pas fini. Non, ça, indiscutablement, j'ai pas fini. Alors, Michel, je vous propose de commencer vraiment dès le début de votre vie. Ça m'intéresserait de savoir quelle a été votre première inspiration musicale et votre découverte avec le violoncelle. Tu sais, ma première inspiration, c'est les gens. Et ma première inspiration dans la vie, c'était ma famille et les dizaines de personnes qui venaient à la maison, tout ça, c'était plutôt ça, ma première inspiration. Et c'était l'histoire de ma famille, qui était une famille très engagée. Ma mère était musicienne, elle était prof de pédagogie musicale au lycée La Fontaine. Donc la pédagogie musicale, c'était ça qui permettait aux gens de devenir prof de musique dans les lycées. Voilà, ça existait, c'était un CA de pédagogie musicale. Donc elle était prof de ça. Mais elle avait été élève de Nadia Boulanger, elle avait été à l'école normale en piano, ses copains de classe c'était Dinouli Patti, etc. Donc c'était vraiment une personne, elle a rencontré Ravel. Ça. Et mon père était pédiatre, et c'était des gens vraiment très, très engagés humainement et intellectuellement. C'était une famille... Enfin, c'était dingue. Le dimanche, on était 10, 15 à table. Il y avait des discussions sur les dernières découvertes scientifiques, sur les machins, sur la géopolitique européenne, sur je sais pas quoi, sur les prochaines élections, sur... voilà. Et mon père, lui, était d'origine juive allemande, et son père, à savoir mon grand-père, qui résidait en France à l'époque pour des problèmes professionnels, avait été interné dans un camp à Angers, parce que les ressortissants des puissances, entre guillemets, ennemies, étaient internés. C'était pas des camps de concentration, c'était des camps de rétention. Donc mon père est né dans ce camp-là, puisque ses parents étaient retenus dans ce camp. Et puis ensuite, donc, comme il est né là, il était français. Il est né sur le sol français à Angers. Et alors ensuite, c'est un homme très engagé. Il est très engagé au sujet de la guerre d'Espagne. Ils ont essayé de défendre la République espagnole, etc. Et puis, il a été engagé au sens propre du terme comme soldat pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il était français. Bon, avec la drôle de guerre, évidemment, c'était très très drôle. Au bout de 3 semaines, il n'y avait plus de guerre puisque la France était défaite, et il y a eu 1 million de prisonniers, dont mon père, qui sont partis en stalag. Et puis au bout d'1 an, dans les histoires Pétain-Hitler, les échanges de prisonniers, les prisonniers français sont rentrés en France, les prisonniers allemands sont partis en Allemagne. Voilà, donc je parle des années... fin des années 40, 41. Et quand il est rentré en France, il a intégré un des premiers réseaux de résistance en France. CDLR, ceux de la résistance. Avec De Santi, avec Sartre, avec je sais pas quoi. C'était un truc qui était dans le quartier latin, dans lequel il faisait des tracts, des journaux, des actions de résistance. Voilà. Et il a réussi à traverser avec ma mère donc la guerre, comme ça, enfin tant bien que mal. Mais son père, ses parents n'ont pas été déportés, ils se sont planqués, mais une partie de sa famille, qui était juive allemande, donc qui était arrivée en France très tard, en 1939, elle s'est fait arrêter et a été déportée, enfin à Drancy, puis à Auschwitz, ils ont été gazés là-bas. À savoir sa cousine, Lise Juda, qui avait 21 ans quand elle a été déportée, sa maman et sa grand-mère. Donc 3 générations voilà, qui ont été arrêtées, pas aux mêmes endroits, enfin c'est un peu dingue. Voilà, et puis après... mon père a terminé ses études de médecine, il est devenu pédiatre et il est devenu un spécialiste de la pédiatrie sociale. Voilà, donc et ma mère, elle, donc était
comme je t'ai dit, elle a été à l'école normale, elle a été elle suivait les cours de Nadia Boulanger, etc. Enfin, voilà. Donc avec toutes les personnes, toutes les grandes noms qu'on sait qui ont suivi les cours de Nadia Boulanger, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Hein. Ah oui? Ah oui, c'était ça. Nadia était très, très réactive sur ce plan. Voilà, c'était... Mais bon, je veux dire, elle était géniale, mais il y avait un petit différentiel. Voilà, alors moi je suis né là-dedans, dans une fratrie de 3. J'ai une sœur qui est... alors tout le monde a fait de la musique. On faisait de la musique à la maison, c'était le house music, comment dire, en allemand ou en yiddish, ou ce que tu veux. Donc on lisait des trios, des quatuors, des trucs comme ça. Ma mère était au piano, ma sœur faisait du piano, mon frère un peu de violon, pas très bien, moi du violoncelle. On avait un copain qui faisait de la flûte, qui faisait le second violon dans un quatuor de je sais pas quoi. Voilà, et on était tous en train de faire de la musique. Alors notre prof de musique, on va y arriver, notre prof c'était Marie-Thérèse Rab. Marie-Thérèse Rab était un professeur de violon. Elle a été professeure de ma famille, plus ma cousine, plus plus un autre petit violoncelliste que j'ai découvert là. Et donc je vais te dire le nom après. Alors, donc, elle était professeure de violon, mais elle m'a débuté au violoncelle, bon, très bien, elle a débuté à l'alto, des gens, tout ça. Et elle habitait 56 rue du Rocher, à savoir au-dessus du Conservatoire de Paris. Tu montes les marches et tu arrives à 56 rue du Rocher. Et le mercredi après-midi, le samedi après-midi, il y avait réunion de musique de chambre, c'est-à-dire qu'on venait tous. Et on était peut-être 10, 12, 13, enfin c'était un ancien atelier de peintres. Et elle avait transcrit des trucs de Purcell, de Pergolèse, qui étaient là. Et alors, quand on avait le thème, c'était souligné en rouge, il fallait se lever, même si on était violoncelliste. Alors, avec mon petit copain violoncelliste à côté, quand on avait le thème, on se levait. Alors, le petit copain violoncelliste, c'est Yo-Yo Ma. Alors, Yo-Yo Ma a été avec Marie-Thérèse. Il se trouve que Yo-Yo, que j'ai au téléphone tous les 3 jours, parce qu'il m'appelle son grand frère, et moi je l'appelle le petit frère, bon, très bien, nous avons donné le premier concert public ensemble. Alors moi j'avais déjà joué, parce que je suis beaucoup plus âgé que lui, j'ai 3 ans et demi de plus que lui, mais c'était son premier concert, il n'avait pas 5 ans. Le père de Yo-Yo avait dit, le premier concert c'était à la Sorbonne, il avait 5 ans. Faux. C'était rue du Rocher, dans la salle Bélan. Il n'avait pas 5 ans, et c'était le 20 ou 25 juin 1960. Voilà, donc, moi j'avais 8 ans, et lui n'avait pas 5 ans. Et je ne sais plus, si on a joué une pièce de son père, parce que son père écrivait un peu de musique, accompagné au piano par sa sœur. Sa sœur, alors, Yo-Yo ne s'appelle pas Yo-Yo. Ah Il bon? s'appelle Ernest. Il est né à Paris, il a un prénom français. Voilà. Et sa sœur Yun Cheng ne s'appelle pas Yun Cheng, elle s'appelle Marie-Thérèse à cause de Marie-Thérèse Ram. Voilà, donc nous avons joué Ernest, Michel et Marie-Thérèse, une pièce de son papa. Voilà, de Monsieur Ma, le docteur Ma, qui a fait l'éducation à la maison pour ses enfants. Ils n'ont pas été à l'école. Hein. C'était une pièce donc, du papa pour 2 violoncelles, qu'il avait écrit spécialement pour 2 violoncelles et piano. Alors, à un moment donné, Yo-Yo, je vais revenir à son nom connu, chinois, me regarde comme ça, sur scène. Moi, je continue mon truc, et ça. Il me regarde encore, bon, je continue mon truc. Et après le concert, ça on m'a raconté, le papa a dit « Yo-Yo, viens voir là. Pourquoi tu as regardé Michel comme ça? Parce qu'il y avait un petit décalage? Et qui s'était trompé? C'était Michel ou toi? »
c'était toi, tu le sais bien. C'est bien la dernière fois où tu fais ça de ta vie. Et ça a été un truc, toute sa vie, le père lui a dit, pas comme le premier concert. Hein. Je suis Wow. Je sais pas, il avait décalé d'un temps, ou moi, enfin j'en sais rien. Le problème n'est pas là, mais c'est devenu... Voilà. Donc, j'ai commencé avec Marie-Thérèse Rave. Ensuite, j'ai été voir Jean Brizard. Jean Brizard, c'était un très très grand nom de la pédagogie, un homme très gentil et très bon prof, qui avait été élève de maréchal, et puis de Basler, comme tout le monde, probablement. Bon. Alors, c'est vrai que moi j'avais rencontré Maréchal, enfin je l'avais vu parce que il était jury du concours Bellan, je sais pas quoi, enfin les concours Bellan ou je sais pas quoi, je sais pas si c'était Bellan ou enfin il y avait des petits concours comme ça pour les 8 ans, les 10 ans, alors moi ça devait être dans les 6 ans ou 7 ans, je sais pas, enfin bon, il fallait que je traîne ma petite chaise. Bon, je venais avec mon violoncelle forcément, et puis la chaise était trop grande, donc j'ai traîné ma chaise que j'ai mis au milieu. Et Marie-Thérèse m'a dit, tu verras au fond de la classe, de la salle, il y a des messieurs et dames, surtout des messieurs d'ailleurs à l'époque. Tu les regardes pas, hein, tu fais pas attention, tu les regardes pas du tout. Voilà, tu te concentres et tu joues ton truc. Alors j'ai regardé les messieurs et dames. J'ai pris ma chaise, j'ai tourné de l'autre côté, je me suis assis et j'ai joué tout mon truc. Alors, j'ai entendu un fou rire, et j'ai terminé, j'ai eu le premier prix, et Maréchal, qui était président du jury, a dit « Je veux avoir ce gosse dans ma classe au conservatoire ». Donc, apparemment, j'avais un peu de caractère. C'est excellent. Déjà. Bon. Mais, bah c'est vrai, s'il ne faut pas regarder les gens, autant leur tourner le dos. Donc j'ai travaillé avec Jean Brizard, c'était formidable. Et les gens étaient très copains avec Tortelier. Et il dit à mes parents, ce serait bien que Michel aille jouer à Paul Tortelier, je vais organiser un truc. Très bien, alors, donc on va chez Tortelier, qui habitait dans l'ancien appartement de Feuillard. Et donc, je joue... Alors, il y avait mes parents qui étaient là, il y avait Jean Brizard, il y avait Maude Tortelier et Paul Tortelier. Alors là, je n'ai pas tourné le dos, comme avec Maréchal, j'ai joué mon truc. C'était la toccata de Frescobaldi. C'est drôle que je me rappelle encore. Qui était une espèce d'arrangement un peu hoop-la-boom de Casado, je crois, pour violoncelle et piano. Je joue cette toccata sans piano, mais aucune importance. Et à ce moment-là, Tortelier me dit « Bien, est-ce que tu peux sortir ? Il faut que je parle avec tes parents. » Alors je sors. Donc ensuite, on m'a raconté, parce que j'étais pas là. Alors, Tortelier dit « Très bien. Qu'est-ce que vous imaginez pour lui comme métier, comme... » Mes parents disent, il fera ce qu'il veut, hein. Enfin, je ne sais pas, M. Brizard nous avait dit de vous rencontrer. Non, vous n'avez pas très bien compris. Qu'est-ce que vous... Enfin, vous avez un plan pour lui, enfin, sur le plan musical ou... Non, pas particulièrement. Non, vous n'avez pas très bien compris. Est-ce qu'il travaille beaucoup son violoncelle ? 1h30 par jour. Il va au lycée ? Oui, bien sûr. Alors, il faut qu'il arrête le lycée tout de suite. Il faut qu'il travaille 5 heures par jour. Mes parents qui étaient très ouverts d'esprit, non, vous n'avez pas très bien compris. Il est très doué, vous savez. Oui, merci beaucoup. Non, vous n'avez pas très bien compris. Il aura ma place un jour au Conservatoire de Paris. Il m'avait écouté 10 minutes. Je te jure que c'est exact. Parce que j'ai retrouvé une lettre de Jean Brizard qui, lui, exagère un peu. Enfin, c'est une lettre qu'il a écrite sur son lit de mort, pratiquement. Mais il
il a dit que Tortelier avait dit ça et que je serais directeur du Conservatoire de Paris. Alors ça, non, je n'ai pas été directeur et j'ai pas eu la place de Tortelier, pas directement. J'ai eu indirectement, mais pas du tout parce que j'ai cherché à l'avoir. Je m'en foutais complètement. Voilà, donc ça a été, si tu veux. Et puis effectivement, je suis rentré chez Tortelier à 14 ans et demi, et puis ensuite, après 68, mai 68, Tortelier est parti, Gendron l'a remplacé, etc. Enfin, bah. Alors j'ai rencontré des gens formidables au conservatoire, mais on parlait du conservatoire comme la Mecque. On en parle toujours. Il y a des gens pas très loin d'ici qui se sont présentés 6 fois en pensant que c'était la Mecque. Vous parlez de moi? Pas du tout, je ne parle de personne en particulier. Comme si c'est la Mecque. Ben non, il peut y avoir un prof génial qui a trifouillé les oies et qui fait que tu deviens un ou une violoncelliste extrêmement épanouie. Hein. Donc, mais enfin, c'était comme ça. Il fallait passer par le Conservatoire de Paris. Alors, moi, je suis rentré par hasard, si je puis dire. Il m'a dit, il faut se présenter. Je suis rentré, bon. Bah, mais j'ai pas eu mon prix tout de suite. Hein. J'ai eu mon premier prix au bout de la deuxième fois. Donc, on peut aussi merdouiller des trucs, jouer un peu moins bien. Tortelier est parti du conservatoire après mai 68, il s'est fâché, bon, et Gendron a été nommé, donc j'ai fait 2 ans avec Gendron. C'était l'un et l'autre des personnalités très très fortes et extrêmement intéressantes et tout ce qu'on veut. Est-ce que c'était des grands pédagogues? Je ne sais pas. J'ai été très intéressé par leur discours musical, mais qui n'était pas un discours très ouvert, en fait, pour être honnête. C'est-à-dire, il faut faire ça, il faut faire mes doigtés, mes coups d'archet. Chez Gendron, c'était en rouge ou en bleu, il fallait marquer les trucs. Il fallait passer, prendre les machins, et puis... Ce qui était tout de même déjà quelque chose qui était assez réducteur, si on veut. Mais ça se passait comme ça, à l'époque. Pour Navarra, il y a même des éditions... avec le disque des éditions, je veux dire papier, hein, de Concerto de Orange, avec un disque, l'enregistrement dedans, et tous les coups d'archet, des trucs comme ça. Et on achète ça. Est-ce qu'on est soi-même ou est-ce qu'on est une espèce de reproduction de quelqu'un? Et je pense que ensuite j'ai été aux États-Unis avec Aldo Pariso, qui était un homme très ouvert, brésilien, et dans lesquels j'ai l'impression que les gens ont été plus ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que, sortant de chez Pariso, il y a des gens qui jouent extrêmement différemment. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on arrivait à développer son propre truc. Mais j'ai pas souffert de ça avec Tortelier-Gendron. J'ai pas souffert de ça, mais c'est sûr que c'était... Il y a des étudiants qui ont cherché leur place un peu. Qui suis-je? Est-ce que je suis une reproduction de... Et je pense que cette histoire de reproduire les coups d'archet, les machins, le tempo... Pariso a été un élément qui était contraire à ça, si on veut. Il avait une qualité, c'était le diagnostic. C'est-à-dire, il écoutait quelqu'un et il se disait « Non, là, il y a quelque chose. » Et je me rappelle une fille qui est arrivée, qui avait un son vraiment formidable, qui jouait je ne sais pas quoi, peut-être ça de Brahms, et dans lesquelles, mais qui n'avait pas vraiment de technique d'archet, qui coinsouillait sur le détaché, le piquet, enfin bref. Et je me suis dit, bon, comment est-ce qu'il va... Ça, c'était le premier cours. Hein. Comment est-ce qu'il va aborder ça? Et il lui dit, c'est extraordinaire. Ce son-là, j'ai jamais entendu. En particulier, là, il y a 3-4 mesures, je n'ai jamais entendu un son comme ça. C'est formidable, formidable. Je me suis dit, très bien, il va y arriver. Eh bien, pas du tout. Et il dit, il faut continuer dans cette direction, tu vas travailler chez Leroux. De bloc. Très bien, je me dis, j'écoute... La semaine d'après, elle joue chez le... Il dit, c'est extraordinaire. C'est ça.
et ça va, et ça continue, ça continue. Au bout de peut-être 4 ou 5 mois, il commence à aborder des trucs. Mais elle avait pris une confiance incroyable, parce qu'il disait c'est le plus grand son, et il a commencé à aborder les problèmes techniques. Donc il avait une psychologie, un diagnostic et une psychologie qui était formidable, qui permettait aux gens de remonter. Et non pas, oui, mais là, il faut mettre ton pouce comme ça, le petit doigt doit être au-dessus de la pastille. Ce qui coince un peu les gens. Quand tu commences un enfant et tu lui dis, alors, le pouce, ne fait jamais comme ça. Jamais, jamais comme ça. Un gosse de 7 ans. Alors, il faut qu'il soit rond. Alors, il peut être rond, complètement coincé. Mais... Ensuite, le premier, le deuxième, tu le mets légèrement sur le troisième sur la bague. Alors, le petit doigt au-dessus du rond. Au-dessus du rond. Tu vois, c'est 5, 6, 7 trucs. Le gosse, il est complètement paniqué. Il se met à serrer ça comme un malade. Au lieu de ne rien dire et de lui faire relâcher la main, lui faire prendre l'archet vers le milieu parce que c'est plus léger. Enfin, ce genre de truc ça coinçait. Et Parisot, c'était pas ça. Il partait de l'autre côté. Et ça c'était un bon truc. Et puis, le 15 octobre... Enfin, j'apprends qu'il y a une place de super soliste au Filard qui est ouverte. J'apprends par un copain qui était alto solo là-bas, Koulak Cézian, Cétrag. Je dis, mais c'est quand le concours? Il me dit, c'est dans 15 jours. Oh là là, tu veux pas mettre mon nom, tu m'inscris. Alors, c'est bon, et ben oui, je passe à l'administration, je mets ton nom. Et ben tu me dis le programme. Oui, je vais te dire le programme. Alors, il me dit, je sais pas pourquoi il est chez Lomo ou que je sais plus quoi, il y a le concerto de Haydn, il y a le machin, j'ai dit, lequel Haydn? Ben, le connu. Attends, j'ai dit, mais c'est lequel, le connu? Ben, celui que Péclar a joué l'autre jour. T'étais au concert? Ah ben oui. J'ai dit, c'est le Do majeur, alors. Et il me dit probablement, oui, c'est le deuxième et troisième mouvement. Bon, ça va. Je passe quelques jours après pour signer mes 30 €, enfin c'était des francs de ce truc, et je vois que c'est pas le bon. Donc je me dis, oh, merde. Alors heureusement j'habitais déjà dans cette maison, et je travaillais jusqu'à 1h, 2h du matin, enfin tous les jours, en faisant... Bon. Et le concours était le 15 octobre. Et le 14 octobre à minuit ou 1h du matin, mon épouse, à l'époque Martine Bailly, qui était violoncelle solo à l'Opéra de Paris, me donne un coup de coude dans le plumard. Elle m'a dit, il faut partir à l'hôpital. Alors j'ai dit, bon, allons-y. Donc nous avons passé la nuit à l'hôpital en attendant la venue de mon fils Simon, qui est arrivé, et donc le matin, j'étais un peu endormi, très franchement. Oui, j'imagine. Donc j'ai été jouer la finale du concours de super soliste. Ah, donc vous aviez déjà passé les tours? J'avais déjà passé le tour, c'est 14-15. Ah d'accord. Ah oui, wow. Et donc, alors, l'orchestre était là, etc. Et alors, ils font une annonce, on voudrait vous annoncer 2 choses. D'abord, nous avons un nouveau violoncelle solo, M. Michel Strauss, et deuxièmement, il vient d'avoir un fils. 15 octobre 80. J'ai joué 9 ans, mais c'était une situation extraordinaire. On était 3 pour le poste. C'était la meilleure place d'Europe à l'époque. Ouais, je bossais peut-être, enfin, il ne faut pas trop le dire aux collègues maintenant, peut-être 8-9 jours par mois, quoi. Alors je pouvais faire... Je me rappelle une année, j'ai fait 50 ou 60 concerts en soliste au Japon, dans l'année, tout en étant super soliste au Filard et en étant prof peut-être déjà au Conservatoire de Paris. Alors c'est-à-dire que, en fait, j'ai beaucoup travaillé. Dans ma vie, j'ai beaucoup joué, beaucoup travaillé. La première fois que j'étais au Japon, j'ai été remplacé l'Odéon, qui avait une tournée d'une vingtaine de concerts. Et j'ai fait 3 fois cette tournée dans l'année, donc 3 fois 20 concerts, ou 19 concerts.
Ensuite, j'ai été nommé en 87 au CNSM. Donc j'ai été nommé au CNSM, j'étais encore super soliste, au Filard, puisque ça s'appelait super soliste, nom pompeux, mais enfin. J'étais encore à Boulogne, je crois que j'avais encore une dizaine d'heures à Boulogne, enfin j'en sais rien. J'ai enseigné à des gens formidables. Ils venaient probablement parce que j'avais un caractère fort et que. Enfin, c'était pas un hasard s'ils venaient dans ma classe. Oui, je pense que les gens, ils faisaient un choix. Bon, on va se faire engueuler, il est là, mais enfin, il a un truc à dire. Donc c'était peut-être ça, plutôt qu'il a la meilleure technique d'archet, son petit doigt, il est comme ça, il est tellement fort dans la démanchée, enfin, ce genre de conneries qui me semble inepte, qui me semble réducteur. On va terminer sa vie, tu regardes derrière et tu vois une série de petits doigts, de machins comme ça. Enfin, il y a quelque chose de terrible. C'est surtout des rencontres, la culture, les bouquins. Je te raconte l'histoire d'une partie de la famille de mon père, bon, qui m'est très lourde, parce que j'ai travaillé pendant un an et demi avec mon frère avant son décès, sur la compilation des documents de la famille qui a été déportée. Enfin, on a mis tout ça au mémorial de la Shoah. Bon, ça ne m'a pas empêché... alors, j'étais par terre, après le 7 octobre, par terre. J'étais vraiment détruit avec l'histoire du Hamas. Et j'ai tout de même été, au mois de mars, jouer dans les territoires occupés, en Cisjordanie. Et aller à Bethléem, aller dans un camp de réfugiés à El Haroub. Alors pourquoi El Haroub ? Eh bien parce que j'y avais été en 1970, donc j'étais déjà né. Et j'avais passé 8 jours dans ce camp, accueilli par des gens qui étaient les bras ouverts, tout ça. C'était déjà l'occupation, hein, parce que la guerre de 67, l'armée israélienne était restée... Et je dis ça alors que j'ai fait une masterclass quelques jours avant, je parle du mois de mars dernier, en Israël, à des Israéliens. Il y en a 3 qui se présentent dans ma classe la semaine prochaine. Parce que j'ai une classe à La Haye, aux Pays-Bas. Oui, j'ai une quinzaine d'élèves, j'ai ça, j'étais prof à Pékin jusqu'à il y a quelques temps, donc je bouge encore un peu. Donc je suis... Mon meilleur copain, il est israélien, c'est un kibbutznik, un ancien kibbutznik israélien, Shmuel Magen, un violoncelliste formidable, il était chez Tortelier aussi, on s'est connus comme ça, donc j'avais 14 ans. Ben, j'ai tout de même été à Bethléem, j'ai été à El Haroub et j'ai des petits messages vidéos de Palestiniens qui me font des bisous, bonne chance pour ta grippe, tout ça, alors qu'ils se font tirer dessus. C'est pas un chemin que j'ai décidé d'avoir, c'est mon chemin, quoi. Et de faire ça, c'est beaucoup plus significatif que d'aller jouer avec le Philharmonique de Shanghai chez Lomo. Enfin, c'est différemment significatif. Je n'ai pas une préférence, parce que je peux faire les deux. Voilà, je fais les deux. Mais le problème, il n'est pas là. Il est que ça correspond tout de même à ce que je suis à la base, enfin, depuis mon enfance et depuis ce climat familial dingue, enfin, dans lequel on refaisait le monde et les gens qui passaient, ils venaient bouffer et ils refaisaient le monde aussi. Et c'était des gens qui pouvaient être très simples, hein. C'était pas seulement des grands intellectuels. Il y avait des grands intellectuels, puis il y avait des gens qui étaient ouvriers de je sais pas quoi. C'est plutôt ça qui m'a marqué. Alors, évidemment, ça ne m'a pas empêché de faire des enregistrements, de faire des machins, bon, ok. Mais pas comme j'aurais pu le faire. Pas comme j'aurais, entre guillemets, dû le faire, parce que c'était pas mon truc. C'est quoi le message le plus important que vous aimez transmettre à vos élèves ? Comment vous aimez les accompagner pour qu'ils deviennent justement des violoncellistes accomplis ? Je peux essayer de te répondre en inversant le truc. Pourquoi est-ce que je continue à enseigner ? Parce que je continue à apprendre. Et ça, évidemment, c'est du baratin. Tout le monde dit... Pour moi, c'est pas du baratin.
Parce qu'encore, il y a quelques semaines, je vois quelqu'un qui joue, je sais plus, oui, Dvorak. Et je me dis, oh, ça c'est intéressant. Donc je pique des trucs, je suis un voleur de grand chemin. Et donc j'apprends en enseignant. Mais est-ce que j'enseigne? J'en sais rien, nous enseignons les uns les autres. Voilà, le message, c'est que je n'ai aucune vérité. Et c'était quoi le chose intéressante dans le Dvorak? C'était ce coup d'archet détaché. Ah oui, détaché, ok. Ouais. Alors, je vois ça et je vois quelques semaines après, parce que je vais à son concert à un copain, Keras, il jouait justement à La Haye, moi j'étais à La Haye, donc on va bouffer ça. C'était génial d'ailleurs, il a joué ça d'une façon extraordinaire. Et je vois qu'il fait ce truc-là, j'ai dit, mais d'où est-ce que c'est de toi ou c'est de... Je ne savais pas. Mais enfin, j'ai trouvé ça sympa. Oui, c'est toujours d'avoir la curiosité de la découverte. Je pense que ce qui m'apporte le plus, ce sont les gens. Et c'est leur réceptivité à est-ce que j'enseigne? Oui, j'enseigne quelque chose, c'est sûr. Oui, certainement. Statistiquement, enfin, j'en sais rien, indiscutablement. Donc, a priori, ça a plutôt marché. Est-ce que les gens disent que je suis un type formidable? Non, ils disent que je suis un type impossible, mais qu'ils ont besoin peut-être d'avoir aussi... voilà, si tu veux, le message, que si je peux dire un truc, c'est que quand je dis j'apprends avec mes ailes, c'est vrai. Et que je leur dis, c'est quoi votre solution de coup d'archet ou de doigté? Mettez ça, et puis ensuite on va en discuter. On va voir, ça marche pas, et je peux vous proposer quelque chose que je fais, encore que, je ne suis pas sûr que je vais le faire au prochain concert. Et c'était drôle parce qu'il y a quelques mois, donc on bouffe avec Yo-Yo ensemble quand il était passé à Paris, et je lui dis, écoute, c'est complètement, j'ai un truc de dingue, je monte sur scène, et je te jure que c'est vrai, je ne sais pas les doigtés que je vais faire. Et il me regarde, il m'a dit, mais moi aussi, c'est exactement le même truc. J'ai dit, ce que je sais, c'est que je vais jouer les trois quarts des trucs avec le deuxième doigt, parce que à mon âge, je sais. Il me dit, mais moi aussi. Moi aussi. Je fais le deuxième doigt partout. Ben, j'ai dit, ça marche. Bah, j'en sais rien. C'est génial. Si, donc, si tu veux, je pense que ça, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant d'avoir une liberté de... C'est pas une liberté... C'est de ne pas être dans une prison. Est-ce que c'est obligatoire de faire ça? Ben, j'espère pas. Enfin, ça serait dommage si c'était obligatoire. Et qu'est-ce que je peux dire sur Yo-Yo Ma? Je peux dire qu'il y a une grande humanité chez Yo-Yo. Oui, chez Ernest. Il y a une grande humanité et je l'entends dans son jeu. Alors, est-ce qu'il joue mieux que le voisin? Je m'en fous. Après tout, c'est pas le problème. Je peux dire que quand je vais écouter, j'étais encore écouté à la Philharmonie au mois de novembre, il a rejoué, je vais aller à... Je crois que je suis en France, là, il va rejouer à Notre-Dame. Bon. Oui, je suis touché. Pas parce que c'est un vieux copain, je suis touché parce que sa musique me touche. Parce qu'il y a quelque chose qui me touche. Et après tout, est-ce que ça me touche parce qu'il a mis son petit doigt comme ceci, son pouce là, son machin? Je m'en fous. Je m'en fous. Mais bien sûr que j'enseigne aussi à des tout petits, à des petits, comme j'étais dans les camps de réfugiés de Cisjordanie il y a quelques mois, je vais y retourner. J'ai donné des cours de violoncelle à Bethléem, enfin des cours de... Oui, évidemment, j'essaye de lui dire, mets ton archet plutôt comme ceci, comme cela, mais ça n'est pas le propos.
c'est un des propos. Mais quand je débute un enfant, bien entendu qu'il va y avoir des principes. Mais si le principe démarre avec « tu mettras ton pouce là, puis ton premier doigt là, puis le deuxième sur la mèche, puis le troisième sur la bague », mais c'est pas possible. Le gosse de 7 ans va être totalement paniqué. Il va prendre ça, il va trembler. Il faut surtout simplifier, simplifier, simplifier. Les méthodes par positionnement, je trouve ça un peu dingue. Mais enfin bon, on va commencer première position. Voilà, parce que quand c'est très bien, bout de 6 mois, allez, on va aller en quatrième position. Connerie. Connerie. Il faut faire le color strings des frères Sylvaï, qui étaient des Hongrois qui faisaient cette méthode formidable d'enseignement des cordes à Helsinki. Ils commençaient à faire des grandes glissades sur le violon. Alors c'était très drôle, c'était des trucs, c'est la sirène. C'est surtout le déplacement. C'était de faire ça et non pas l'immobilité. On chasse là, et puis ensuite, on va aller en quatrième position. Ensuite, tu joues déjà aux positions du pouce. Mon Dieu, déjà. Bah, qu'est-ce que ça de différent? En plus, c'est plus près du sol, donc je veux dire, on a qu'à laisser tomber. Enfin, il y a des trucs comme ça qui me semblent des principes qui étaient très réducteurs, enfin, très, très, très castrateurs. Il y a comme des passages obligés. Il y a des stades, bien entendu. Mais par exemple, la mobilité me semble un truc déterminant depuis le départ. Mais j'ai fait une carrière de prof qui était très 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 significative. Je me rappelle un des premiers cours que j'ai donné à Conflans-Sainte-Honorine. Bon, alors je commence le cours, premier cours. Alors la petite, elle devait avoir, je sais pas, 9 ans, je sais pas. Alors je lui explique, tu vois, l'archet, c'est fait en Pernambouc, c'est un bois qui vient du Brésil. Et puis la mèche, c'est la queue d'un cheval. Alors elle se met à pleurer, elle dit, on a tué le cheval. J'ai dit, mais non, il a été chez le coiffeur. On lui a coupé un petit peu. Voilà, il n'est pas mort du tout. Ah bon. Et ensuite, alors tu vois, le violoncelle, il y a la table qui est en épicéa, c'est du sapin, puis il y a l'érable, et puis la touche elle est en ébène, ça vient d'Afrique, alors ça vient de la terre entière. Ah, c'est très intéressant. Alors j'ai dit, maintenant on va commencer. Alors, je te mets le violoncelle. Je lui mets le violoncelle, et maintenant tu fais la main toute molle, toute morte. Et je te mets l'archet, tu ne sais rien du tout. J'essaie d'ouvrir le bras, et je vois qu'il est comme ça, au milieu de l'archet. Je dis, bon, c'est bien, on va le refaire encore une fois. On va faire une deuxième fois. Bon, je me dis, il y a un truc qui merde, mais il faut que je passe derrière elle. Je vois que j'avais foutu le violoncelle du mauvais côté. Alors, bon, je me suis dit... Comment vous êtes sorti de ça? Non, j'ai dit, c'est très bien. Tu vas aller dans la cour du conservatoire de Conflans, tu cours 5 minutes, tu reviens et on va vérifier tout ça. Ben, je me suis dit, bon, je te jure que c'est vrai. Elle revient, je lui mets le violoncelle du bon côté, elle s'en rend pas compte. Et c'est là, tu vois, maintenant tu peux ouvrir le bras. Donc je pense que ça a déterminé ma carrière de professeur. Alors là, ici, cette pièce. Oui. Cette pièce, dans cette belle maison. Alors, j'avais, entre autres, j'ai fait du quatuor avec Jacques Prat. Avec Jacques Prat, premier violon, Roland de Garay, deuxième violon, Louis Pasquier et moi. Bon, on avait un quatuor, je ne sais pas, pendant 2 ans, 3 ans. Et je ne sais pas comment ça s'est passé qu'on a rencontré Jean-Luc Godard. Bon, enfin, Jean-Luc Godard a dû me voir quelque part dans une soirée, enfin, j'en sais rien. Et Godard dit, je veux faire le premier film musical de l'histoire du cinéma. J'ai dit, en toute simplicité, bien entendu.
je veux filmer l'Équateur de Beethoven. Bah, j'ai dit, c'est bien. Est-ce que tu joues l'Équateur de Beethoven avec son... Bah oui. Oui, bien sûr. Bon. Eh ben, j'ai une idée, c'est que de faire un film sur l'Équateur de Beethoven. Bon, je me dis, c'est bon, je sais pas. Alors, il se trouve qu'il fait un synopsis, c'est-à-dire... Et puis qu'il habitait déjà à Rolle, en Suisse. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, c'était en 83 ou 82. Et il prenait l'avion, parce qu'il venait en avion, et il sonnait ici, il ne savait même pas si j'y étais ou pas. Il me dit, est-ce que je peux venir? Bah, il était 10h du soir, 11h du soir, oui, bah, pas de problème. Et il discutait pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin bon, alors voilà, ça, et puis ça, c'est ça. Alors j'écoutais ça, j'étais un peu béat, oui. Donc voilà, je voudrais faire ça, ben, voilà, on va faire un film avec vous. Bon. Alors, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, on se met à tourner, y compris ici. C'est-à-dire, il voulait absolument que le film, une partie du film de répétition, il n'y avait pas que ça, c'était en fait, le film s'appelle Prénom Carmen. Prénom Carmen, c'était un des grands films de Godard des années 80. Il y a Je vous salue Marie qui avait été fait aussi juste après. C'était un truc plutôt sur la peinture, je sais pas quoi. Et ça, c'était sur l'Équateur de Beethoven. Mais c'est une histoire d'une attaque de banque, je sais pas quoi, Carmen, dont le tonton habite à Trouville. Enfin bon, une histoire à la Godard dans laquelle je n'ai toujours pas compris 43 ans plus tard. Mais indiscutablement, c'est un génie. Enfin, Et on se met à filmer, y compris ici, y compris dans la pièce en haut, que je te montrerai tout à l'heure, y compris l'Intercontinental. Alors, on n'est pas pendant 1h20 à l'image, on est à l'image pendant 10 minutes, si tu veux. Mais on joue pendant peut-être 40 minutes. Ah oui. C'est-à-dire que c'est des extraits de machin, Et je me rappelle, alors, c'était la dernière fois où Raoul Coutard, qui est un grand chef opérateur, qui était le chef opérateur de Godard, a tourné avec Godard, et ensuite il a foutu le parce qu'il en avait ras-le-bol, parce que c'était pas possible. Enfin, il était très très caractériel, Godard. Je me rappelle, j'avais mon fils Simon qui était né en 80, donc c'était peut-être en 82, ouais, c'est comme ça. Donc je l'avais dans les bras, et Godard, 10 ans, on était tous là. Et montrons avec son doigt mon fils, t'es le seul type qui me supporte ici apparemment. Alors, il y a Simon qui faisait ça de sa tête en disant oui, enfin, bon. Donc, on avait monté le quatuor de Dutilleux. C'est-à-dire que là, dans cette pièce, il y avait des caméras absolument partout. Il y avait, je sais pas, 8, 9 personnes, dont Raoul Coutard, machin, le caméraman. Et il y avait des pauses, forcément, pendant 2 heures, il y avait des pauses. Donc on répétait Dutilleux. Et Dutilleux était venu là, dans une répétition. Il avait dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais il était très, très, très gentil, Henri. J'ai dit, mais c'est pour vous, Henri. En fait, tout ça, c'est pour... Non, vraiment? J'ai dit, mais non, on est en train de faire un film avec Godard. Et c'était drôle parce que là aussi, ça m'a appris beaucoup de choses. Dutilleux, j'ai joué son concerto plusieurs fois, à Cleveland, à Paris. Il n'a pas énormément écrit, mais il écrivait lentement et il était très, 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 très précautionneux. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, ça va être intéressant, parce qu'on est en train de... Alors, en 80, son quatuor était déjà joué par les Parrainins et par le Juilliard avant, mais pas tant que ça. Ben, maintenant, tout le monde joue ça. Donc, c'était pas énormément joué, pas encore. Et puis, on avait pris des positions dans le quatuor. Ben, là, je vais faire un peu Ponticello, là, je sais pas quoi, Et donc, il est venu dans une répétition. Il a dit, ah, ça, c'est intéressant. Oui, j'avais marqué 92, et vous le faites à peu près à 60.
Ah ben ça c'est une bonne idée. Alors oui, je vais peut-être changer. Et alors j'ai vu ce que j'ai vu avec Penderecki, parce qu'il m'a écrit aussi des pièces. J'ai vu la liberté, c'est-à-dire la possibilité d'accepter un changement. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était plus le cas après, avec Henri par exemple, parce qu'il avait entendu son concerto 10 000 fois et qu'il s'était habitué à un type d'interprétation. Donc j'ai trouvé, parce que j'ai joué avec Gubaidulina, Sarayao, etc. Enfin, Penderecki. Penderecki, il m'a écrit l'aria dans son Divertimento, par exemple, qui était déjà enregistré. Et il devait venir à mon festival, je lui ai dit, écoute, si tu veux m'écrire un truc, écris, mais comme c'est dans 8 jours, pas un truc à toute vitesse, parce que je vais me casser la gueule. J'aurai pas le temps de l'apprendre. Mais j'ai un joli son, aussi haut que tu veux, etc. Il m'envoie par fax, déjà à l'époque, un truc très lent et tout ça, et qui est extrêmement haut, et ça me va. Et donc il vient à mon festival de Giverny, il passe 8 jours, et je lui dis, bon, alors je vais jouer l'ensemble du truc, mais alors je le mets où dans le Divertimento? Il m'a dit, j'en sais rien. Mais je lui dis, attends, il y a 5 mouvements, ça c'est le 6e, c'est plutôt au milieu, j'en sais rien, qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce que tu veux le mettre toi? Et on discute comme ça, c'est-à-dire que ça montre aussi la possibilité d'ouverture d'esprit qu'un compositeur peut avoir au départ, après la naissance de son œuvre. Ensuite, il s'habitue à des choses. Et donc, et puis il me disait, mais ça dans la valse, un truc, c'est pas un peu con de faire comme ça, le Jettare avec le bois de l'archet? J'ai dit, non, mais ça ne marcherait pas autrement. Essaye autrement. Montre-moi d'autres. Alors je lui montre. Ouais, ça c'est peut-être mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Donc ce truc qui était enregistré, édité, il y avait encore une possibilité de changement. Alors ça, voilà, ça j'ai appris ça. Ça j'ai appris ça parce que quand on dit aux étudiants, il faut absolument faire ce qu'il y a de marqué. J'en sais rien ce qu'il y a de marqué. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il y a de marqué? C'est quoi le rythme? Il y a combien de rythmes dans... je parle même pas d'une suite de Bach, un truc plus complexe. Il y a peut-être 12, 13, c'est-à-dire entre les rondes, les blanches, noir pointé, un triolet double, un quintolet, je vais faire ce que vous voulez, 15. C'est un langage. Et vous avez 12 sons, c'est un langage. Et en français, il y a combien de mots dans la langue française? 80 000, 90 000, 100 000? Et quand vous dites « j'aime », vous aimez le petit gâteau que tu as mangé? T'aimes ta mère? J'espère que c'est pas le même genre d'amour que le petit gâteau. T'aimes ton Jules? Ou t'aimes aller te balader? Et c'est le même mot, donc il faut le préciser. Quelquefois avec le ton. Je t'aime. J'adore le petit... J'aime beaucoup les petits gâteaux. Je t'aime beaucoup. C'est pas très amoureux. Donc, il n'y a que 12 ou 15 rythmes et tout ça. C'est un langage. Ensuite, on le prend comme ça, on le fait ça. Ensuite, il y a une forme de, si tu veux, d'interprétation, parce que finalement, l'interprétation, c'est ça. L'interprétation, au sens propre du terme, c'est une interprétation. C'est une façon dont on voit les choses. Et de dire, mais tout est marqué, faites ce qu'il y a de marqué, je ne sais pas ce qu'il y a de marqué. Je peux vous décrire des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que M. Stern est moins bon musicien que M. Milstein ou que M. qui vous voulez, alors qu'ils vont faire les choses différemment? Non, ils l'ont vu différemment. Voilà. Et donc, de dire, je trouve ça, c'est pas faux. Il fait ce qu'il y a de marqué. C'est quelqu'un qui joue fortissimo un truc qui est pianissimo. Bon, c'est pas faux, mais c'est tout de même un peu faux. Il faut le remettre dans un contexte.
Voilà. Et ce contexte est intéressant parce que j'ai travaillé avec plein de compositeurs qui m'ont écrit plein de trucs. Segerstam m'a écrit un concerto de violoncelle, tout ce qu'on veut. Et Dutilleux, qui était cet homme tellement gentil, tellement précis, précautionneux. Il y a un film qui a été fait pour lui, je ne sais plus comment ça s'appelle, Correspondance, je crois. Et on le voit écrire le mot correspondance. C'est inouï. Ça met 40 secondes. Donc on se dit, c'était extraordinaire. Enfin, je me rappelle, il est venu à mon festival de Giverny. Il avait garé sa bagnole sur le parking. Bon, il y avait beaucoup de gens en face du musée d'art américain. Ah oui, il faut que je retrouve ma voiture. Ben, je vais aller avec vous. Elle est verte, oui, oui. Ah, ça, c'est peut-être celle-là, mais c'est étrange. Il y a une petite tache là, il y a un petit peu de... Ben, j'ai dit oui, c'est dehors, il y a de la poussière. Oui, mais enfin, attendez... Donc complètement méticuleux, y compris pour retrouver ses affaires ou je sais pas quoi, et en même temps ouvert à d'autres interprétations des choses. Je pense que ça passe... Enfin, j'essaye de faire que ça passe dans mon enseignement, mais finalement, c'est quoi l'enseignement ? Je ne sais plus. Enfin, tout ça, ce sont des discussions sur la vie, et oui, j'essaye d'apporter ce que je peux, y compris sur la connaissance de mon instrument. Et... Oui, bien sûr, je me débrouille mieux que certains, mais c'est pas grave. Enfin, non, mais je veux dire... Je peux expliquer, j'ai l'impression que tu coinces parce qu'à cause de ça, et peut-être tu pourrais... Mais surtout leur donner une responsabilité. Par exemple, la responsabilité, je t'en parlais tout à l'heure, de coup d'archet et de doigté, c'est pas possible d'avoir un enseignement qui se termine avec des gens qui ont 20 ans, 21 ans, qui ont pris toute leur vie les doigtés et les coups d'archet de leur prof, et maintenant, ils se démerdent tout seuls. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'ils vont... Il faut bien commencer. Donc, chercher un truc, puis on en discute. Il y a un truc qui est déresponsabilisant, qui est infantilisant. Je pense que... Et je dis ça, mais je suis un produit de ça, mais je suis un produit aussi révolté. Finalement, alors on disait toujours, il y a une grande gueule, il y a une grande gueule. Comme disait Chevalier, mieux vaut avoir une grande gueule que pas de gueule du tout. Non, c'est-à-dire, voilà. Donc tout ça, ça m'a appris, et j'espère pouvoir apporter un peu de cet esprit aussi artistique, mais aussi rebelle. Et pour moi, c'est pas très différent. Et complètement affectif. Moi, plus affectif que moi, ça tu meurs. Moi, je suis ému pour un million de trucs. 1 million de trucs. Donc, à la fois ça, et à la fois un engagement et rebelle. Je n'accepte pas l'injustice, je n'accepte pas des... Ça me rend malade. Ça me rend malade. Je serais en chaise roulante, j'irais encore dans les manifs. Hein. Et même mort. Peut-être que mort, j'irais dans les manifs. Mon corbillard sera poussé dans les manifs. Non, voilà. Bon. Merci beaucoup, Michel, pour ce partage extrêmement enrichissant, extrêmement inspirant. Vraiment un grand merci d'avoir pris ce temps-là avec nous aujourd'hui. Quant à vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les partager sous cette vidéo, parce que Michel ou moi serons ravis de vous répondre. À bientôt!